Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Las Vegas, Nevada. Michael Flint se tenait sur le strip de Las Vegas, devant l'immense casino Venicio, analysant la situation avant de mettre son plan à exécution. L'influence du crime organisé à Las Vegas n'était pas un mythe. Une extrême prudence s'imposait. Bien que le Venicio se trouvât à l'extrémité la plus calme du strip de Las Vegas, il éblouissait par ce clinquant pour lequel ces casinos étaient célèbres. Le bâtiment central du Venicio abritait 2 étages dédiés aux jeux, 45 étages de chambres d'hôtel et un dernier étage de suites de luxe. Des plantes tropicales, des jeux de lumière chorégraphiés et des piscines s'étendaient sur quelques centaines de mètres dans toutes les directions. Des chemins d'accès traversaient occasionnellement ce décor pour approvisionner les nombreux bars, restaurants et cabanes. Gérer un tel établissement revenait à administrer une petite ville. La logistique exigeait une attention constante. Mais le chemin le plus périlleux que tout propriétaire de casino à Las Vegas devait naviguer était celui entre les opérations commerciales légales et les escrocs sans scrupules qui exploitaient tous les angles, légaux ou non, tentant d'amasser et de conserver leur fortune. Nick Kodinsky et Dayton White avaient été 2 de ces escrocs. Des années auparavant, ils avaient supplié, emprunté et cajolé pour réunir $1 demi-milliard afin de commencer la construction du casino Venicio. Kodinsky avait été la voix de la raison auprès des investisseurs et des banques, et White avait eu le cran de repousser les mafieux avant qu'ils n'aient eu la chance de mettre leurs griffes dans l'opération naissante. Exploiter à Vegas un casino qui, d'une manière ou d'une autre, n'était pas contrôlé par des escrocs et des tueurs avait toujours été un défi impossible. Kodinsky et White croyaient que c'était réalisable. Ils se trompaient. Au fil du temps, Kodinsky gérait l'opération du bon côté de la loi, quoique tout juste. Pendant ce temps, le crime organisé grignotait White qui était sans aucun doute le maillon faible. Les entreprises à Vegas, légales ou non, étaient détenues et exploitées par ceux qui avaient une vision à long terme. Ce qui signifiait une lutte constante pour maintenir Venicio du côté légal et hors des mains de la mafia. Inévitablement, des hommes faibles comme White tombaient sous le contrôle de la mafia. C'est à ce moment précis, selon l'épouse de Kodinsky, que son mari était devenu superflu, vivant en sursis. Qui exactement avait tué Nick Kodinsky n'était jamais apparu clairement, mais ils avaient abandonné son corps à 60 km du strip. Toutes les preuves médico-légales avaient été détruites avant que le corps ne soit découvert. Le testament de Nick Kodinsky léguait sa moitié du casino à son épouse, Dolores. Mais White avait contesté le testament devant les tribunaux, et ses retards et manœuvres juridiques l'avaient maintenu en justice pendant 3 ans. Jusqu'à présent. Une enquête approfondie menée par l'unité des homicides de Las Vegas avait soulevé des questions mais peu de réponses. Si peu que Dolores Kodinsky s'était finalement tournée vers Michael Flint. L'enquête de Flint avait révélé une série d'anomalies. Pour un casino sur le strip, l'entreprise ne semblait pas très florissante. Le personnel avait été réduit et les fournisseurs réclamaient d'être payés. Les croupiers proposaient leurs compétences à d'autres casinos, et plusieurs étaient déjà partis. La cliente de Flint, Dolores Kodinsky, était systématiquement escroquée par l'associé de son mari. Aucun doute là-dessus. Pourtant, chaque fois que Flint avait inspecté les lieux, les machines à sous et les tables étaient toujours pleines. Où allait l'argent? Lorsque Flint avait confronté White avec ces faits, celui-ci avait nié et détourné l'attention. Ce qui avait énervé Flint et l'avait poussé à creuser davantage. Entraînant dans un petit bar hors du strip la veille au soir, Flint avait fait une découverte en or. Le bar était un lieu de rencontre populaire pour le personnel du casino Venicio. Après quelques écoutes discrètes et de généreux pourboires, il avait trouvé un cuisinier avec une histoire intéressante. Tous les casinos avaient une chambre forte. Généralement souterraine, ces coffres stockaient l'argent liquide. L'argent s'accumulait dans les casinos, même s'il essayait d'encourager le paiement par carte. Un flux constant d'argent liquide était acheminé vers les banques quotidiennement. Certaines banques permettaient spécifiquement aux casinos de déposer de l'argent pendant les week-ends. La gestion du cash des casinos était un processus bien planifié et exécuté.
Sauf au Vénitio, affirmait le cuisinier. Le fourgon blindé qui récupérait l'argent n'avait pas été vu depuis un mois, et l'argent liquide avait cessé d'affluer vers les banques. Selon le cuisinier, la chambre forte du Vénitio était pleine d'argent. L'argent de Delores Kodinsky. Flint avait vérifié les plans du Vénitio. Il avait localisé le tunnel souterrain menant à la chambre forte. Il avait deux options. Il pouvait surveiller et attendre pour confirmer que White prévoyait de disparaître avec la fortune en liquide de Kodinsky. Ou il pouvait agir maintenant. Flint avait considéré pleinement les deux options. C'était la bonne chose à faire. Peser le pour et le contre. Les risques, les bénéfices. Mais la réponse était évidente. C'est pourquoi le doigt de Flint était maintenant suspendu au-dessus du bouton d'appel sur un téléphone portable jetable. Il était temps de perturber le plan confortable de White. Il appuya sur appel. White répondit à la troisième sonnerie. Qui est-ce? Michael Flint. J'aimerais une entrevue. White ricana. Aucune chance. Parlez à mon avocat. 2 minutes. Je suis à Vegas. Allez vous amuser. Ailleurs. Vous avez trop lu Mickey Spillane. Dégagez. Si vous avez un peu de bon sens, nous devrions parler. Si vous mettez un pied sur ma propriété, je vous fais arrêter. J'ai une offre que vous ne pouvez pas refuser, comme dirait Mickey. Mais qui diable est Mickey? Je sais ce que vous faites avec l'argent que génère le casino. White fit une pause. Mes affaires ne vous concernent en rien. Elles concernent beaucoup Dolores Kominsky. L'ex-croupière que Max gardait à l'écart? Elle ne mérite rien du tout. Ils étaient mariés. À Vegas? Vous pensez que ça compte pour quelque chose? Marié, c'est marié. 7 ans. C'est une paix qui cherche l'or. Vous ne l'aimez pas parce qu'elle vous a repoussé. La voix de White baissa d'une octave. Surveille ton langage, espèce de... Discutons de cela en personne. Aucune chance. Retourne dans le trou d'où tu as rampé. Maintenant. Parce que ma sécurité a été alertée, et nous avons appelé la police. Reset. Flint ricana. Vous? Appelez la police? Bien sûr. Je vais te faire enfermer pour le reste de ta vie. Une vie très courte. Vous me menacez? White a ri. Ce serait comme menacer un cafard. Parce que je peux écraser les cafards. Et je le fais. C'est ce que j'ai entendu dire. Des gens comme Clyde Beatty. White n'a pas parlé pendant 3 secondes complètes. Au téléphone, sa respiration semblait irrégulière. Forcée. Comme s'il retenait quelque chose. Vous n'avez pas été inculpé pour meurtre, a dit Flint. Mais j'ai une photographie qui pourrait changer cela. White est resté silencieux encore une seconde complète. Vous êtes un sacré numéro. Je suis un travailleur acharné. C'est pourquoi je suis au téléphone avec vous maintenant. Flint a entendu un seul clic. Distinct. Net. Il n'entendait plus la respiration à l'autre bout du téléphone, mais l'appel restait connecté. Un moment plus tard, un autre clic a retenti, et White est revenu en ligne. Très bien. 2 minutes. Montez et montrez-moi ce que vous avez. Ascenseur du penthouse. Cette fois, la ligne a été coupée. Flint a passé un second appel à Bradley, un détective privé de Las Vegas qu'il avait engagé comme renfort. C'est bon? Je monte à son penthouse. Si tu n'as pas de nouvelles de moi 5 minutes après que j'y sois arrivé, appelle les flics. Compris. Et appelle les flics si tu vois quoi que ce soit sortir du tunnel. N'importe quoi. Un vélo passe par là, appelle les flics, a précisé Flint tout en se dirigeant vers l'ascenseur à travers le casino. Reçu 5 sur 5. Chapitre 2. Flint poussa une porte marquée visiteur du penthouse uniquement. Celle-ci menait à une petite pièce et à une seconde porte. Cette dernière était en chêne massif sans poignée. Une jeune femme vêtue d'une robe courte et moulante était assise derrière un bureau d'accueil. Derrière elle, une caméra scrutait la pièce depuis le coin du plafond. Michael Flint. J'ai rendez-vous avec Dayton White.
La jeune femme hocha la tête et tapa sur un minuscule ordinateur portable. Vous êtes en avance. Porte plainte. Monsieur White a autorisé une seule visite. Elle leva les yeux, le dévisagea un instant puis haussa les sourcils avec un sourire suffisant. 2 minutes. Précisément. Ça ne posera pas de problème. Même une seule minute va me couper l'appétit pour une semaine. White n'avait jamais de visiteur combatif. La bouche de la jeune femme s'ouvrit et se referma plusieurs fois, tandis qu'elle cherchait dans son cerveau une réplique cinglante. Elle fit un geste vers l'ascenseur. Un bruit de métal raclant contre du métal retentit, et un instant plus tard, la porte en chêne s'ouvrit de quelques centimètres. L'installation devait être équipée d'une barre métallique rudimentaire, vissée à l'intérieur de la digne porte en chêne, bloquant efficacement les intrus. « Profitez bien de votre visite », dit-elle d'un ton narquois avant de s'affairer sur son ordinateur. Flint ouvrit la porte en chêne. Elle menait à une seconde pièce où 2 hommes corpulents, en costume sombre, se tenaient de part et d'autre des portes d'ascenseur en laiton brillant. Bras le long du corps, regard fixé droit devant. Poitrine comme des barils. Badge au nom du casino, probablement des noms d'emprunt, mais Flint nota que Rick avait un bouc et Cuba le crâne rasé. « Alors c'est ici que vous me tabassez, dit Flint, ou bien vous attendez que votre patron de la mafia ait vu ce que j'ai à lui montrer. On t'a identifié quand tu as commencé à fourrer ton nez là où il ne fallait pas, dit Cuba. On aurait pu t'enterrer depuis longtemps. Flint ricana. Visiblement, vous n'y croyez pas. Parce que vous ne l'avez pas fait. Cuba s'avança, les lèvres serrées en une mince ligne de colère. Rick intervint et fit signe à Flint d'approcher. Bras écartés. Jambes écartées. Flint prit une inspiration. C'était le moment crucial. Il soulevait des poids, courait des marathons et s'entraînait pour rester affûté. Mais ces deux-là étaient des combattants disciplinés, pas des bagarreurs de rue. Du muscle solide et en quantité. Probablement aussi bien entraînés que lui. S'ils avaient reçu l'ordre de le tabasser, ils coordonneraient leurs efforts. Dans l'espace confiné de cette pièce de 2 mètres sur 2, il pensait qu'il n'aurait aucune chance contre 2. Flint s'avança, levant les bras tandis que Cuba s'approchait pour le fouiller à la recherche d'armes. Flint saisit les revers de Cuba et pivota, déséquilibrant l'homme. D'une poussée, il expulsa Cuba de la petite pièce, claqua la porte et enfonça la barre métallique pour la maintenir fermée. Rick bondit en avant, le poing en tête. Flint esquiva et le poussa sur le côté. « Je ne suis pas là pour me battre », dit raisonnablement Flint. Mais 2 contre 1 ne semblait pas équitable. Rick se stabilisa et se prépara à porter un second coup. Flint leva les mains, doigts écartés pour montrer qu'il ne voulait pas de mal. « Il n'est pas blessé. Tu pourras ouvrir la porte pour vérifier une fois que je serai dans l'ascenseur. » Rick ajusta son poing, considérant visiblement la remarque de Flint. Après un moment, il baissa son bras. « Contre le mur. Écarte-toi. Je ne suis pas armé. C'est contre les règles du casino. Ferme-la. Contre le mur. » Flint le fixa un moment avant de se tourner face au mur. Il garda ses muscles tendus. Rick le palpa rudement et sortit le téléphone jetable de la poche de sa veste. « J'en ai besoin, dit Flint. Si ton patron veut voir ce que j'ai. » Rick appuya sur un bouton au mur et lui lança le téléphone. Flint l'attrapa de la main gauche. Une demi-seconde plus tard, Rick tenta un coup de poing solide prévoyant de frapper le dos et le flanc de Flint. Avant que le coup n'atterrisse, Flint se tordit rapidement hors de portée. Les articulations de Rick heurtèrent violemment le mur. Un craquement sinistre résonna. Rick poussa un hurlement et ramena vivement son poing contre sa poitrine pour le protéger. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement et Flint monta à l'intérieur. « Tu ferais mieux de mettre de la glace sur cette main, » suggéra-t-il tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux. La montée en douceur commença lentement et accéléra inexorablement. La vitesse diminua aussi vite qu'elle avait augmenté, mais l'arrêt fut facile, puis les portes s'ouvrirent à nouveau. Flint se tint sur le côté et attendit. Les hommes de main de White ne se montrèrent pas. Ce qui était mauvais signe.
Après une pause, Flint jeta un coup d'œil par l'ouverture. Des miroirs et de l'art moderne étaient accrochés entre des colonnes doriques dans un couloir qui menait à ce qui ressemblait au salon. Un mélange scintillant de lumière néon du strip, 40 étages plus bas, se réfléchissait sur les baies vitrées allant du sol au plafond puis revenait. Flint sortit dans la pièce inoccupée et les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui. Où était White? Chaque pas de Flint résonnait sur le sol en marbre. Dans la direction opposée, le couloir menait à une cuisine. Il entra dans le salon. L'intérieur reflétait le goût des décorateurs pour le moderne. Des formes simples définissaient le mobilier et les luminaires. Les chaises et le canapé s'inclinaient davantage devant les couvertures de magazines et la géométrie que devant le confort. Le piano à queue blanc brillante était dépourvu d'ornements. Le salon occupait l'angle du bâtiment et s'étendait sur 20 mètres dans les deux directions. Aucune trace de Dayton White. White, appela Flint. Les surfaces dures firent rebondir son nom dans la pièce vide et le couloir, et on l'aurait facilement entendu dans la cuisine. Mais le silence qui suivit avait quelque chose de particulier. Quelque chose au-delà de l'absence de voix. Flint se déplaça vers le mur, attrapant une statue en cristal au passage. Haute de 45 cm et d'un bon poids, elle constituait une arme raisonnable contre tout sauf une arme à feu. Il examina le couloir menant à la cuisine, un espace gigantesque avec des appareils électroménagers tout autour des murs, un îlot central et un coin petit déjeuner qui donnait sur l'arrière du bâtiment. Un vaste assortiment de casseroles en inox était suspendu à un support au-dessus de l'îlot de cuisson. Flint fit le tour de la pièce appelant White, mais personne ne répondit. Dans un tiroir à côté de l'énorme cuisinière, il échangea la statue contre un couteau. Acier japonais, au bord parfaitement aiguisé. Il avait un étui, alors il le glissa dans sa ceinture. Revenant sur ses pas le long du couloir, Flint trouva une porte habilement déguisée en immense miroir à bordure dorée. Le panneau surdimensionné s'ouvrit vers l'intérieur, révélant une chambre massive. Flint se demanda s'il allait découvrir un corps ensanglanté étendu sur les draps, mais cette pièce aussi était inoccupée. Il vérifia la salle de bain attenante, tout en rappelant Bradley. Bradley répondit à la dernière sonnerie. « Yo. Il n'est pas là. Où es-tu? » Dans son penthouse. Bradley siffla. « Je ne pensais pas que tu arriverais à entrer. Merci pour ta confiance. Qu'est-ce que tu vois en bas? Rien de spécial. Quelqu'un qui entre ou sort? Non. Rien. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûr. C'est quoi cette question? C'est un grand endroit. Et je surveille tout. Pas d'agitation. Continue à chercher là-haut. Le penthouse est aussi un grand espace. Flint fronça les sourcils. J'ai vérifié le salon et la cuisine en profondeur. Mais je n'arrive pas à trouver la chambre, mentit-il. Donc je descends. Non, attends. Bradley marqua une pause. Et c'est, les grands tableaux et les miroirs. Les riches adorent ça. Cacher des choses. Ça les fait se sentir spéciaux. Comme s'ils étaient les seuls à connaître le secret. Ouais. Eux et toi. Bradley fit une nouvelle pause. Qu'est-ce que tu veux dire par eux et moi? Flint ricana. Tu sais où trouver la chambre. Bradley ne dit rien. Combien est-ce qu'il te paye? Flint entendit une respiration lourde avant que la ligne ne se coupe. Chapitre 3. Flint regarda la chambre vide. Merde. White s'était enfui. Il avait décidé de prendre l'argent et de s'enfuir. Ce qui signifiait qu'il y avait une autre sortie du penthouse. White avait tenté de piéger Flint ici. Depuis combien de temps était-il parti? Flint pourrait-il le rattraper avant que White ne disparaisse? Il se précipita de la chambre vers les ascenseurs, trouva le bouton d'appel et appuya dessus. La lumière ne s'alluma pas. Il appuya sur le bouton plusieurs fois. Rien ne se passa. Il colla son oreille contre les portes métalliques, mais n'entendit rien. En face de la porte de l'ascenseur, se trouvait l'escalier de secours. Mais il n'arrivait pas à ouvrir la porte.
Il frappa avec la semelle de sa chaussure contre la porte, près du mécanisme de fermeture de la poignée. La porte ne céda pas. Flint courut à la cuisine. Il récupéra 3 casseroles avec des manches en acier, s'effilant vers une pointe élégamment étroite. Flint s'approcha de l'étroite fenêtre en verre à côté de la porte de l'escalier. Il frappa la vitre avec des coups répétés d'une des lourdes casseroles, jusqu'à ce que le verre se brise. Il essuya les éclats pointus, et tendit le bras dans la cage d'escalier pour déverrouiller la porte. Mais le verrou refusa de tourner. Flint enfonça l'extrémité de 2 manches de casserole dans l'encadrement de la porte, au niveau du mécanisme de verrouillage. Alternativement, il les utilisa pour forcer l'espace entre la porte et le cadre, essayant d'élargir l'écart. La moulure en chêne se fendit et les casseroles tombèrent au sol. Il enfonça les manches plus profondément dans l'espace, forçant sur chacun avant d'ajouter le suivant. Plus de bois se brisa, et il continua à utiliser la même technique. Finalement, l'un des manches perça le côté de la porte. Après quelques moments supplémentaires de coups, la porte s'ouvrit. Les casseroles tombèrent bruyamment au sol, tandis que Flint se précipitait dans la cage d'escalier. Les marches en béton contrastaient brutalement avec le luxe moderne du penthouse, mais Flint y prêta à peine attention. Il descendit les escaliers 3 et 4 marches à la fois, utilisant son épaule contre les murs pour ralentir sa course à chaque virage à 180 degrés. 4 étages plus bas, une porte coupe-feu s'ouvrait sur un couloir. Flint la traversa et longea le couloir. Des portes d'appartements s'ouvraient de chaque côté. Le couloir tournait à plusieurs reprises. Enfin, il trouva un ascenseur. Cette fois, quand il appuya sur le bouton d'appel, celui-ci s'illumina, et le compteur digital indiqua la progression de la cabine vers lui. Lorsque la cabine arriva, 2 femmes bien habillées se déplacèrent vers l'arrière quand il entra. Cet ascenseur était glacialement lent, comparé à celui du penthouse. Flint passa ces minutes qui semblaient des heures pendant la lente descente à élaborer son plan d'attaque. White avait dû profiter du temps entre l'appel téléphonique de Flint et son arrivée pour disparaître avec l'argent de Dolores Kodinsky. Au moins 100 millions. Si White réussissait, la cliente de Flint serait ruinée. White cacherait l'argent, là où Kodinsky ne le trouverait jamais la prochaine fois. Le plan de White pour escroquer la veuve de Nick Kodinsky de ce qui lui revenait de droit était bien trop près de réussir. Ce que Flint ne permettrait absolument pas. Le complexe du casino avait 3 niveaux inférieurs. Les cuisines et les services aux clients occupaient les 2 premiers étages. L'accès au coffre principal au 3e niveau était strictement contrôlé. White déplaçait de l'argent liquide du coffre. Il serait obligé de sortir par l'arrière du bâtiment, à travers le tunnel. Celui-ci se trouvait à 30 mètres sous terre. À l'extrémité, se trouvait ce qui ressemblait à une porte de garage ordinaire à enroulement. Derrière elle se trouvait une seconde porte. Celle-ci était de style SAS renforcé d'acier, fabriqué avec du métal et du béton. Les portes de l'ascenseur des clients s'ouvrirent finalement sur une entrée du casino. Flint traversa rapidement le sol et se précipita dehors. Au pied d'une douzaine de marches devant l'entrée, des files de voitures et de taxis alternaient pour déposer et récupérer les clients qui partaient dans une zone de chargement. Des gens circulaient dans toutes les directions. L'ensemble du complexe du casino couvrait plusieurs hectares de terrain. En courant à fond, il faudrait plusieurs minutes pour atteindre la sortie du tunnel. Il avait besoin d'un moyen de transport plus rapide. Son regard chercha l'une des voiturettes de golf qu'il avait vu transporter des joueurs plus tôt. Avant de trouver quelque chose de convenable, il croisa le regard d'un homme qu'il reconnut, debout de l'autre côté de la route face à l'entrée. Dès que son visage s'enregistra dans l'esprit de Flint, il commença à bouger. Rick, le garde de l'ascenseur de White, s'éloigna rapidement lui aussi. Vite. Indifférent au crissement de pneus et aux coups de klaxon tandis qu'il courait devant la circulation. Rick parlait dans un talkie-walkie. Ce qui signifiait qu'il avait des renforts. Probablement, la sécurité musclée du casino. Ils auraient des armes et des moyens de communication. Rapidement, Flint se retourna et se faufila dans une foule de joueurs qui entraient dans le bâtiment.
Le casino se trouvait quelques marches en dessous du niveau de l'entrée, qui était conçu pour impressionner les visiteurs par l'ampleur du spectacle. Cela donnait également à Flint une vue étendue. Des foules de personnes remplissaient le sol du casino. Des joueurs acharnés aux tables, des touristes aux machines à sous et des badauds partout. À la gauche de Flint, 2 hommes en costume noir se frayaient un chemin à travers la foule, se dirigeant directement vers lui. Il pivota sur ses talons et se dirigea vers la galerie marchande. Ses poursuivants accélérèrent le pas. Esquivé, louvoyé, et un usage judicieux de ses coudes donna l'avantage à Flint. Il atteignit l'autre côté de la galerie avec une vingtaine de pas d'avance sur ses poursuivants. Une arche séparait le casino d'une aire de restauration plus grande, combinée à un centre commercial. Les agents de sécurité du centre portaient des chemises grises à manches courtes au lieu de costumes noirs. Ce qui signifiait probablement qu'ils formaient une équipe différente. Flint les évita quand même. À la sortie, Flint s'appuya contre le mur à côté d'une alarme incendie. Il donna un coup de coude en arrière pour briser la vitre, puis tira rapidement la poignée vers le bas. Instantanément, les sirènes retentirent en hurlant. Une voix enregistrée demandant aux gens de ne pas paniquer pendant que la raison de l'alarme était en cours d'investigation, se fit entendre depuis des haut-parleurs dans toutes les directions. Suivi des mêmes hurlements, puis d'une répétition de la voix. Les poursuivants de Flint n'étaient qu'à 6 mètres de lui. Il se dirigea vers les longs et larges couloirs du centre commercial et accéléra sa course. Au moment où il commença à courir, les sprinklers s'ouvrirent au-dessus de la foule. Les gens crièrent et coururent se mettre à l'abri. Ses poursuivants furent ralentis par la masse, alors qu'ils essayaient de se frayer un chemin. Flint courut le long du couloir jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de la zone arrosée et retrouve un sol sec. Les visages qu'il croisait semblaient perplexes devant son apparence trempée, mais personne ne se dirigeait vers les sorties à cet endroit. Il suivit l'allée, tandis que le centre commercial zigzaguait à travers le bâtiment. Il était hors de vue, mais il avait aussi perdu de vue ses poursuivants. Quelques instants plus tard, il les aperçut. Droit devant lui. Dégoulinant d'eau. Un de chaque côté du corridor, large de 6 mètres. Ils avaient trouvé un raccourci. L'un des hommes plaça sa main à l'intérieur de sa veste, pour suggérer que son arme s'y trouvait, et lui fit signe de se diriger vers le côté du corridor. Flint fit semblant de prendre l'avertissement au sérieux. Il feignit un mouvement vers un côté. Puis il pivota, et se précipita dans une boutique de vêtements de créateurs. Il resta baissé, zigzagant entre les portants et les clients. Il s'accroupit derrière une rangée de vestes, se plaquant contre le mur latéral. Il remit doucement les vestes en place et resta accroupi en attente. Quelques secondes plus tard, les 2 hommes traversèrent le centre du magasin en tournant la tête de tous côtés. Chapitre 4. Flint compta jusqu'à 5 avant de s'extraire discrètement de la protection des vestes. Plié en 2, il se précipita vers la sortie et prit à gauche. Quelques instants plus tard, il trouva une double porte marquée maintenance. Il s'y glissa et se retrouva dans un étroit couloir en béton. Il repéra les escaliers et descendit. En sortant de la cage d'escalier sous le casino, il découvrit des équipements mécaniques qui grondaient et vrombissaient. C'était l'antre des systèmes de ventilation, de traitement d'eau et d'électricité pour tout le bâtiment. Il courut le long des passages étroits entre les équipements, cherchant un accès à la chambre forte située à l'étage inférieur. Il tourna brusquement à l'angle d'une imposante unité de traitement d'air et s'arrêta net. Il recula dans l'interstice pour déterminer où il se trouvait. Un blocos se dressait au milieu de cette section de l'étage. Une structure en béton massif à l'intérieur du bâtiment. Probablement, une sorte de bureau avec salle de repos. Un sanctuaire à l'abri du vacarme assourdissant pour les employés. Des caméras de surveillance étaient installées sur les 4 faces du blocos. Ce qui signifiait qu'ils avaient peut-être déjà pu le voir s'avancer à découvert ou courir entre les équipements. Flint recula au coin hors du champ des caméras, puis se redressa et se retourna pour chercher un autre itinéraire. Au moment où il se retournait,
Rick surgit de nulle part, se positionna et lança son corps derrière un coup de poing direct vers le visage de Flint. Avec des réflexes fulgurants, Flint parvint tout juste à tourner sa tête d'une fraction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.